Bonjour Bart De Wever, un homme métamorphosé. Oui. Alors beaucoup, côté francophone, se demandent si vous êtes devenu malade. Je pense que beaucoup de francophones ont toujours pensé que je suis malade. Mais je vous rassure, je ne suis pas malade, je suis sain et maigre, comme on dit en Flandre. Alors, vous avez presque mis en scène votre régime. J'ai lu que dans Dag Allemaal, le journal le plus populaire en Flandre, le magazine, vous allez sortir un livre sur les secrets, entre guillemets, de votre régime. Pourquoi mettre ça en scène? Ça fait partie de votre campagne électorale, il faut aller maigrir pour grossir électoralement? Non, pas du tout, parce que je pense que dans un pays où on aime bien manger, comme la Belgique, comme la Flandre en particulier, c'est pas bon pour l'image de maigrir, pas du tout. Mais bon, je l'ai fait, et puisque je suis un personnage public, disons... Il fallait incarner votre slogan, le changement? Oui, c'est plutôt un hasard, parce que je ne savais pas que ça allait réussir quand j'ai choisi le slogan. J'étais encore à 142 kilos. On vous voit d'ailleurs, hein, on vous a vu derrière. Voilà, donc l'intérêt public a été énorme. Et donc, à un certain moment, on m'a dit, bon, puisqu'il y a tellement d'intérêt, tellement de questions, est-ce que tu ne veux pas écrire un livre? Moi, premièrement, je dis non, je ne veux pas, parce que bon, on va m'accuser d'utiliser le régime. Et puis pour finir, ce livre va sortir. Oui, ça va sortir parce que je peux, avec les revenus, supporter un but. Je vais supporter un centre qui s'occupe des jeunes gens qui souffrent d'obésitas. Et bon, pourquoi pas. On va regarder ensemble un dessin de Pierre Kroll, un dessin inédit. Voilà. Regardez-le. Il évoque votre changement et l'apparition d'un nœud pape. Alors, à quand le nœud papillon? Oui, c'est marrant, hein, non? Pourquoi pas? Vous êtes le Diroupeau de Flandre? Diroupeau de Flandre, moi je pense pas. Je pense pas que je partage beaucoup d'idées avec Elio Diroupeau. Vous avez maigri, entre guillemets, comme lui, vous avez presque le même poids électoral. Vous êtes un peu son alter ego flamand. On est beaucoup plus grand que le PS, hein, quand même. Hein. Allez, beaucoup plus grand. Hein. Mais vous n'êtes pas en train de devenir son alter ego flamand? Je pense que... Est-ce que c'est vrai que c'est seulement M. Diroupeau qui s'est mis ici déjà? Exactement. Oui, je sens que la chaise est encore chaude. Mais... sérieusement, je pense qu'on voit dans ce pays l'addition de deux démocraties, l'un mené par un parti de gauche, qui est le PS, qui est le principal parti. Les autres partis sont presque des satellites autour du PS. C'est la même chose en Flandre. Et en Flandre, oui, la N-VA peut prendre cette position aussi, mais ce n'est pas un parti de gauche, hein. C'est vraiment l'antipode du PS. Quand le PS parle de la politique d'immigration, leur vision laxiste, disons, la N-VA est totalement le contraire. Quand le PS parle de justice, la N-VA est le contraire. On veut une justice qui est beaucoup plus stricte. Et quand la PS, sûrement, parle du socio-économique, quand ils veulent imposer les gens, c'est la N-VA qui veut focaliser sur les économies. Mais donc, cette addition, ça ne va plus. Le PS est au gouvernement avec d'autres partis. Beaucoup d'observateurs sont d'ailleurs unanimes pour dire que c'est un gouvernement de centre-centre, si pas de centre-droit. Alors pourquoi taper sur Diroupeau, sur le Parti socialiste en pleine campagne communale? Mais bon, allez, à ce moment, hein, un Belge qui travaille paye les impôts les plus élevés du monde. Du monde. Hein, quand on travaille, quand on paye tous les impôts directs et indirects... Pourquoi vous vous basez pour dire ça? Vous avez des chiffres? Mais oui, mais ce seront des chiffres de l'OECD qui dit, bon, tout l'effort pour assainir le budget, plus de 70% de cet effort sont des nouveaux impôts. Mais c'était pas tant que la moyenne européenne est 30%. Et déjà, avant cet exercice, on payait les impôts les plus élevés, les gens qui travaillent, les gens qui épargnent, les gens qui créent la valeur ajoutée. Un Belge qui travaille, quand il a payé tous ses impôts directs et indirects, il commence à gagner un sou en net en octobre. Mais ça ne va plus. Parce que vous dites... La compétitivité de nos entreprises diminue. On est en pleine récession, le chômage augmente. Vous dites que le gouvernement n'assainit pas les dépenses publiques, mais budget 2012, 13 milliards d'efforts. Là, on est parti encore pour un déficit public de 2,15, donc à entre 3 et 5 milliards. C'est énorme. Donc les réformes sont en cours. La réforme du travail, ça ne suffit pas. Le secteur public en Belgique est énorme, et certainement en Wallonie. Les dépenses de cet État, c'est vraiment... On est dans l'Europe, les dépenses publiques sont énormes. C'est 55% de la produit national. Tant que la moyenne en Europe, c'est 49. Donc c'est 6%, c'est 20 milliards qu'on dépense, que l'État belge dépense chaque année
au-dessus de la moyenne européenne, c'est énorme. On va parler d'une autre réforme, celle de la réforme de l'État, parce qu'en juillet, on va regarder quelques images ensemble. BHV, la scission de BHV a été signée, d'ailleurs en grande pompe au palais, on voit avec le roi, Élodie Roupeau, et puis tous les acteurs de cette réforme de l'État. Vous n'y étiez pas, c'est pas un peu ralent pour quelqu'un qui veut faire partie des livres d'histoire? Ça aurait été l'occasion, non? Bah, je pense que non, hein. Et on va bien voir comment le match va finir. Et tous les partis flamands qui n'ont pas de majorité en Flandre ont supporté M. Di Rupo. Mais je pense que les réformes qu'ils ont adoptées ne suffisent pas du tout. Et que même la scission de BHV... est quand même scindé, c'est votre combat depuis des années. Oui, mais on voit bien qu'on a passé 15 projets de loi pour scinder BHV. Il ne fallait que une proposition de loi pour scinder BHV. Les 14 autres propositions de loi sont des compensations pour les francophones. Et c'est pas mal, hein, si on voit ce que les Flamands doivent payer littéralement pour cette scission. Les Flamands se sont fait avoir. Les Flamands se sont fait avoir. Je pense que oui. Je pense que oui. Si on voit que le budget de Bruxelles est augmenté à terme avec 1 milliard par an, je pense que c'est très cher, hein, pour avoir une scission qui est quand même dans la logique constitutionnelle de ce pays. On va écouter justement le ministre-président bruxellois. Il s'est exprimé dans le grand oral RTBF le soir, c'était ce samedi. Il parle justement de la préparation du fameux plan B. On va l'écouter. C'est le retour du plan B, en quelque sorte, qui est là de nouveau, mais toujours sur la table. Le plan B ne nous a jamais quittés. Et qu'est-ce qui nous ferait quitter l'idée qu'il faut un plan B? Charles Piquet, ça va faire rugir côté flamand. Et comment voulez-vous que, du côté francophone, on oublie la nécessité de penser sans plaisir et enthousiasme à un plan B, alors que les Flamands les plus influents annoncent, eux, carrément un plan B? Allez, soyons sérieux. Charles Piquet a raison, les francophones sont trop naïfs, ils doivent mieux préparer la fin du pays, le fameux plan B. Je ne pense pas qu'ils sont naïfs, mais il a raison quand il constate qu'en Flandre, ça ne va plus et que la gestion de ce gouvernement n'est plus acceptée, qu'il y a même une certaine amertume en Flandre du fait qu'on ne fait que voter pour le centre-droite et qu'on ne fait que recevoir des gouvernements de gauche. C'est depuis les livres de M. Verhofstadt qu'on désire en Flandre d'aller vers une gestion clairement de centre-gauche, qu'on veut suivre l'exemple de l'Allemagne dans le socio-économique, qu'on veut suivre les recommandations de la Commission européenne. Mais que dites-vous aux francophones? Oui, préparez-vous parce qu'il faudra tôt ou tard là, gérer la fin de la Belgique? Mais bon, allez, les francophones pensent toujours à une révolution. Et moi, j'ai toujours dit, on ne va pas avoir une révolution. On ne veut pas de révolution. On veut une évolution, mais une évolution qui est nette et qui est claire vers le confédéralisme. Je pense que tous les citoyens de ce pays vont en profiter, qu'on peut suivre les deux démocraties, qu'on va recevoir finalement la gestion pour laquelle on a voté. Si les francophones veulent vraiment une gestion laxiste, une gestion du PS, moi, c'est pas à moi de l'interdire. Mais je pense qu'ils doivent prendre leur propre responsabilité. C'est une question de responsabilisation. Si on veut la gestion du PS, qu'on paye pour cette gestion. Il ne faut pas demander une gestion laxiste et présenter la facture au nord du pays parce qu'on en a marre. Mais les francophones, Charles Piquet dit que les francophones sont en train, en coulisses, de préparer le plan B. Alors est-ce que c'est aussi le cas au nord du pays? Je pense qu'il n'y a pas un grand complot, disons, mais la réalité est que l'ANVA est très haut dans les sondages. La réalité, c'est que Chris Peters, lui aussi, est convaincu qu'on doit aller vers le confédéralisme. Et en 2014, le match est fini, on va bien voir qui va gagner. Est-ce que ce sont les partis traditionnels qui ont supporté M. Di Rupo ou est-ce que c'est la force du changement qui est la NVA? Moi, je suis très optimiste que ce sera la NVA. Et que va-t-il se passer si vous sortez grand vainqueur, justement, en 2014? Quelles sont vos intentions, alors? Ah oui, à ce moment-là, on va avoir une vraie discussion avec les francophones sur le confédéralisme. Et j'espère même qu'ils seront ouverts et prêts à préparer cette discussion, même avant 2014 déjà. Après les communales, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir et même de travailler ensemble en toute discrétion pour préparer le pays pour le grand point, le grand moment de changement. Et je pense que après ça, dans l'histoire, tout le monde va juger ça comme un point nécessaire pour tous les citoyens et pas comme un point désastreux ou dangereux. Si en 2012, là dans quelques mois, dans quelques semaines plutôt, vous briguez le majorat d'Anvers, en fait c'est le poste de ministre-président en 2014 que vous espérez obtenir. Mais non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. C'est une ambition qu'on me met dans la bouche, mais que j'ai jamais exprimée. Moi, je veux bien devenir bourgmestre d'Anvers parce que c'est la plus grande ville
de la Flandre, une ville qui est cruciale pour notre économie. Et qui peut devenir capitale de la Flandre? Non, ce sont les francophones qui pensent. Toujours, ils regardent dans ma tête, ils voient des pensées qui n'y sont pas. Moi, je veux devenir bourgmestre pour aussi, parce que j'aime cette ville et je veux bien la gérer, mais aussi pour donner un signal aux roues de la loi qu'en Flandre, il y a des choses qui sont changées. Après 90 ans de socialisme à Anvers, si moi, je pourrais prendre la gestion avec la NVA, tout le monde va comprendre que la NVA n'est pas un cauchemar dont on peut réveiller, hein, qu'en 2014, on sera là pour le changement. Alors, j'aimerais vous entendre quand même sur une question, ça a été la saga de l'été. En vue de ces communales, une quarantaine d'élus anciens Vlaams Belang ont atterri sur vos listes. Oui. Alors, on ne va pas polémiquer sur le nombre, on ne va pas polémiquer sur les gens, mais comment vous pouvez accepter qu'un élu qui était d'extrême droite, même un seul, atterrisse sur les listes de la NVA? Parce que je peux, parce que je crois que des gens peuvent changer aussi. Ça aussi, c'est la force du changement. Si on peut convaincre des gens à croire dans notre programme, ils sont les bienvenus. La NVA a reçu énormément, une croissance énorme. Mais en termes de valeur, ça donne une image un peu floue du coup de votre parti. Vous avez combattu le Vlaams Belang et puis là, vous acceptez des élus du Vlaams Belang. Oui, je ne vois pas pourquoi ce serait illogique. On a beaucoup de gens de Vlaams Belang qui veulent devenir membres de la NVA, qu'on refuse. Mais il y a quelques, quand on dit, bon... et pourtant, vous avez mis fin à ces transfuges, ça veut dire que ça vous posait problème. Non, tout le monde, des gens du CDV, des libéraux, peuvent venir à la NVA. Et si nous sommes convaincus qu'ils croient vraiment dans notre programme, dans le style de la NVA, qu'ils n'ont pas d'idées racistes ou totalitaires, ils sont les bienvenus. Et je ne vois vraiment pas le problème. Tout le monde a toujours souhaité que le Belang allait s'effondrer. C'est la NVA qui l'a réalisé. On a vraiment, pour la première fois, mis en plein recul le Vlaams Belang. Ils sont en panique. Donc, on a regagné les votes du Vlaams Belang qui étaient à plus d'1 million de votes flamands. Il faut s'en réjouir. J'aimerais vous poser une dernière question assez courte, parce que Elodie Roupeau est à Malines ce matin pour la commémoration, la journée du martyr juif. Il y a quelques années, vous aviez critiqué justement les excuses de Patrick Janssens à Anvers quand il avait présenté ses excuses. Est-ce que Elodie Roupeau doit justement présenter ses excuses? C'est une bonne chose qu'il fasse ça à Malines aujourd'hui? C'est vraiment pas correct. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les gens dans le même sac. Moi, j'étais un peu désolé que des policiers, on a dit, bon, la police à Anvers a collaboré avec les Allemands. Ça, c'est beaucoup trop généraliste parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ont été dans la résistance, qui ont aidé des gens, qui ont été des héros. Et j'ai eu des discussions avec la communauté juive à Anvers et maintenant, on a la même opinion là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment pas correct de dire que je serais quelqu'un qui n'accepte pas la responsabilité très lourde des pages noires de notre histoire. Merci, Bart De Wever, pour cet entretien. Merci.